Pendant un quart de siècle, le moteur de recherche le plus célèbre du monde aura régné sans partage sur l'Internet mondial. C'est Google que nous utilisons 9 fois sur 10 pour nos recherches Internet. Bing, le moteur de Microsoft, arrive en seconde position. Il est utilisé 1 fois sur 20 en moyenne. C'est le cas en France, mais aussi aux États-Unis et dans le monde entier, en moyenne, en comptant la Chine et la Russie, pour qui ce n'est absolument pas le cas. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière de l'investisseur sans costume, et aujourd'hui j'enregistre cette vidéo pour vous dire que la fameuse requête Google est morte. La recherche Internet, finie. Les milliers de résultats affichés en quelques centièmes de seconde, fini. Le fameux algorithme PageRank, qui indexait le web et décidait de la vie et de la mort de multinationales selon leur ordre d'apparition sur les pages Google, fini. C'est toute notre manière de naviguer, de circuler sur Internet qui est morte. Le site Internet lui-même est désormais obsolète, ou en tout cas en voie d'obsolescence très rapide. Vous entendez bien ce que je dis, d'ici quelques courtes années, il n'y aura très probablement plus de sites web, plus de www. Plus de .com ou de .fr. Tout ça, c'est fini. C'est un véritable tremblement de terre qui aurait dû, mais déjà depuis longtemps, faire la une des 20 heures, s'ils n'étaient pas morts eux aussi, les 20 heures. Et ce phénomène est pourtant passé quasiment inaperçu, alors que Internet a été officiellement enterré la semaine dernière. Mais en France, tout le monde s'en fiche, et tout le monde s'en fiche notamment parce que cela nous touchera un peu plus tard qu'ailleurs. J'y reviens, mais en France, grâce à cette chance inouïe que nous avons d'être dans l'Europe, dans l'Union européenne en tout cas, on est un peu zombie et même si la requête Google y est déjà morte, ça va prendre un peu plus de temps avant de se voir chez nous. Mais alors, qui a donc pu avoir la peau de Google? Est-ce que Donald Trump a mis à terre la multinationale de Mountain View? Est-ce la Chine, Microsoft, Apple, ChatGPT? Évidemment non. C'est Google eux-mêmes qui ont annoncé le déploiement dans plus de 40 pays de leur intelligence artificielle à la place de leur fameux moteur de recherche. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsque vous irez sur google.fr pour faire une recherche, comme vous faites probablement régulièrement, vous n'obtiendrez plus les meilleurs sites pour répondre à votre demande, vous obtiendrez directement la réponse générée par Gemini, l'intelligence artificielle de Google. C'est un peu comme si tous les supermarchés, 9 sur 10 en tout cas, décidaient d'un coup d'un seul que vous ne pouviez plus rentrer dans leur magasin, mais qu'il suffisait désormais de leur donner votre liste de courses pour qu'ils choisissent pour vous les meilleurs produits et vous donnent directement votre panier. Vous le sentez bien, c'est une révolution qui apporte autant d'opportunités que de risques. Imaginez par exemple l'invention du canon, qui a complètement transformé la manière de faire la guerre. Cela a quelque chose d'absolument effrayant. Imaginez si vous étiez un contemporain de Marco Polo quand il a ramené la poudre à canon de Chine. Mais ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas passer à côté sans la certitude de vous faire réduire en esclavage. Et c'est pourtant exactement ce que nos dirigeants européens sont en train de faire. Ils sont en train de passer à côté de cette immense révolution qui est l'intelligence artificielle. Je vous ai dit plus haut que cette révolution allait nous toucher un peu plus tard qu'ailleurs. C'est grâce à cette réglementation européenne qui rend plus difficile ce changement radical d'un point de vue réglementaire. Et on devrait normalement se réjouir de ces contraintes réglementaires européennes qui pourraient nous donner un peu de temps pour rattraper notre retard et reconstruire nos propres réseaux sociaux et d'information.
Mais Bruxelles est aujourd'hui incapable d'une telle autonomie stratégique face à l'ami et surtout colonisateur numérique américain. C'est donc à d'autres qu'il incombe de se saisir de ce sujet, et les autres, il ne faut pas chercher très loin, hein, c'est à vous, c'est à moi, c'est à nous de prendre notre destin en main sans attendre que nos très chers dirigeants le fassent pour nous, parce que ça fait bien longtemps qu'ils ont arrêté de servir nos intérêts, et c'est bien dommage. Mais bon, je vous propose de regarder un petit peu ensemble ce qui change avec l'IA, et de commencer un peu, peut-être par voir ce qui change pas tant que ça. Il y a très longtemps de ça, j'avais participé à la fusion entre les services du Trésor public et des impôts. J'étais un jeune stagiaire, et on m'avait donné la tâche d'analyser le forum interne de cette grande fusion entre les deux services des impôts et du Trésor public. Il y avait alors 130 000 fonctionnaires qui travaillaient. Et je me souviens très nettement de la détresse qui ressortait de ces agents qui ne trouvaient absolument aucun sens à leur travail et alors encore moins à leur structure. Ils étaient 130 000 à l'époque et il y a aujourd'hui 90 000 fonctionnaires à la Direction générale des finances publiques, c'est-à-dire 40 000 de moins qu'il y a 15 ans. Et si on laissait entrer un Elon Musk à Bercy, il y trouverait sans aucun problème encore 50 à 80% de surnuméraire. Ces 40 000 fonctionnaires n'ont pas été sèchement mis à la porte, l'immense majorité est simplement partie à la retraite. Très franchement, à part 3 syndicalistes tristes, je n'imagine franchement pas grand monde plaindre la destruction de ces 40 000 emplois et 50 000 autres encore en attente de destruction, qui ne faisaient franchement pas non plus un job de rêve. Et il en va de même pour les banques, les assurances et tout un tas de métiers qui ont été balayés par l'ordinateur. Et franchement, tant mieux. Encore une fois, personne ne regrette la disparition de ces centaines de milliers de clercs qui passaient leur journée à remplir des registres. C'est totalement déshumanisant. Et pourtant, aujourd'hui, nous frissonnons à l'idée que l'intelligence artificielle supprime des millions d'emplois. Les porteurs d'eau ou les clercs passent encore, mais cette fois, c'est la bonne. Avec l'intelligence artificielle, le travail va définitivement disparaître de nos vies et c'est notre humanité que nous risquons d'y laisser avec. Et évidemment qu'il y a un risque, évidemment que c'est un changement qui est dur à appréhender, mais on a une difficulté supplémentaire en France qui est liée à notre langue. Et effectivement, le français nous apporte une difficulté généralement insoupçonnée, c'est que nous parlons d'ordinateur, alors que les anglophones, eux, utilisent le terme de computer, et ce sont deux mots qui disent des choses radicalement différentes. Computer, en anglais, signifie littéralement calculateur. C'est ainsi que l'on nommait les employés chargés de réaliser les calculs complexes dans les entreprises. Encore, ça aussi, c'est un métier qui a disparu sans beaucoup de regrets. Quoique moi, ça m'aurait bien amusé, mais bon, quand même. Et c'est bien ce que font ces machines, des calculs, des milliards et des milliers de milliards de calculs. Notre mot ordinateur est très différent de ce computer ou calculateur. Ordinateur a été introduit par les publicitaires d'IBM France dans les années 1950, car ils trouvaient calculateur trop restrictif, pas assez vendeur. Sauf que le problème, c'est que le terme est dangereux, car avant 1950, le grand ordinateur ne faisait pas référence à une grosse machine dans une pièce aseptisée. Avant cela, le grand ordinateur, c'était celui qui faisait surgir l'ordre du chaos. Le grand ordinateur, c'était Dieu. Et dès le début, en France, nous avons confondu nos machines avec Dieu, alors que par définition, comme par construction, un ordinateur n'est jamais qu'une machine à faire des calculs. Et s'il y a bien une chose que nous avons apprise au XXe siècle, c'est que l'on ne peut pas restreindre notre humanité à des calculs mathématiques, quel que soit leur nombre et quelle que soit leur complexité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que une machine peut maîtriser des langages, aucun problème.
Ça paraissait, vous me direz, impossible il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui, pas de problème. Générer des images, aucun souci. Réaliser des tâches, cela va sans dire. Tout cela est possible à partir de calculs mathématiques. Mais développer une conscience rien que par le calcul est impossible, car une grande partie du monde physique, même dans lequel nous évoluons, nous y compris, est incalculable. Pour le dire autrement, nous ne vivons pas dans une matrice comme dans le film du même nom. Et encore une fois, c'est une certitude mathématique. Notre monde ne peut pas se réduire à des 1 et des 0. Pour les amateurs de mathématiques, je vous renvoie au théorème d'incomplétude de Gödel ou aux travaux de Penrose sur l'incalculabilité en physique. Et c'est un peu complexe, je dirais, mais c'est très important parce que c'est comme ça que nous pouvons appréhender la révolution de l'IA aujourd'hui. Il s'agit d'une formidable machine à calculer qui peut aussi bien réaliser pour nous des quantités astronomiques de tâches déshumanisantes, comme elle peut, au contraire, être utilisée contre nous pour nous réduire en esclavage dans la grande guerre économique de notre époque. Et bientôt peut-être pas que économique. Car il s'agit bien d'une guerre. La guerre de l'IA est déclarée, et bizarrement, la bataille en cours ne se déroule pas vraiment là où on croit. Et ça vaut le coup, pour bien comprendre ça, d'écouter un peu Elon Musk, qui a récemment déclaré que le pays qui dominerait la fabrication des puces électroniques gagnerait la course de l'IA. Et ça, c'est une déclaration qui est triplement importante. Tout d'abord, cette déclaration nous permet de replacer les enjeux au bon endroit. Au stade où nous en sommes, de la révolution de l'intelligence artificielle, il ne s'agit déjà plus de définir les modèles les plus performants ou les meilleurs logiciels. Et vous allez me dire, c'est tant mieux, parce que à ce niveau-là, notre retard était immense dans ce domaine, à peu près irrattrapable. Nous avons vu que ChatGPT a pu se faire rattraper en quelques mois à peine par des concurrents chinois comme DeepSeek et d'autres modèles encore. Il est devenu relativement facile de développer une IA fonctionnelle et il y a une très bonne raison à cela. La grande majorité des recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle sont open source. En bon français, on dirait en accès libre. C'est ce que l'on appelle l'IA ouverte. Vous allez me dire, ces gens sont fous, ils ont dépensé des centaines de milliards de dollars et ils laissent ça en accès libre. Il y a bien que dans nos très chers ministères que l'on est capable de lancer des IA aussi médiocres que la fameuse Lucie osée par l'éducation nationale et débranchée en 3 jours seulement, tellement elle était catastrophique. Alors que, encore une fois, l'immense majorité du code informatique n'est déjà plus l'élément déterminant dans cette guerre économique. Ça, c'est la première erreur. Deuxième chose très importante, une autre erreur, serait de croire que l'on a besoin de toutes ces puces dont parle Elon Musk pour entraîner les modèles comme l'on entraîne des athlètes ou que l'on forme des étudiants. Mais là aussi, l'enjeu est déjà dépassé et il n'est plus si inaccessible d'entraîner une IA jusqu'à un bon niveau de performance. Encore une fois, les modèles chinois ont également fait cette preuve. Et pourtant, nous allons avoir besoin de millions, et de plus que ça encore, de puces dans des centaines et des milliers de data centers pour répondre, mais pour répondre à quoi? Aux requêtes des milliards d'utilisateurs qui sont en train progressivement de se mettre à utiliser l'intelligence artificielle. C'est pour cela que les GAFAM, Google en premier, sont indifférents à la montée des intelligences artificielles chinoises. Ils n'en sont déjà plus là. On est passé à l'étape d'après et l'enjeu, désormais, est d'équiper les foyers et les entreprises d'intelligence artificielle adaptée et performante. C'est ce qu'est en train de faire Google. Alors, cela va prendre encore une bonne décennie. Mais de la même manière que vous n'envisagez probablement plus un travail de bureau sans ordinateur, vous n'envisagerez bientôt plus ce même travail sans l'assistance d'une intelligence artificielle. Je vais vous prendre un exemple très simple, c'est déjà mon cas.
ce que je suis en train, l'analyse et la recherche que j'ai faite, ce que je suis en train de vous raconter en ce moment, n'a certainement pas été conçu par une intelligence artificielle. Je n'en connais aucune qui soit capable, à l'heure actuelle, d'écrire une vidéo aussi longue, complexe et articulée. Mais non seulement ça va venir, et j'ai surtout constamment fait appel à différentes IA pour m'assister dans cette écriture, vérifier des arguments pendant que j'étais en train d'écrire le suivant, compléter, vérifier mes sources, creuser des hypothèses, proposer des angles. Elle a fourni un travail intermédiaire qui m'a permis de diviser par 2 ou 3 le temps nécessaire à l'élaboration de cette analyse en me concentrant sur le plus important, la définition et l'articulation d'une pensée qui me permettent de mieux appréhender cette grande révolution et de vous la partager. Et si le temps économisé me permet d'en passer davantage à approfondir mon travail, à l'amener à l'étape d'après, mieux encore, à m'occuper de ma famille, à pouvoir randonner, lire un bon livre, tout en travaillant mieux et en me formant davantage, ce soutien est effectivement un très grand bien pour moi et vous que je sers. À l'inverse, s'il m'incite à la paresse et à la procrastination, à relâcher mes efforts, alors tant pis pour moi, mais est-ce que c'est l'outil qui est à blâmer? Oui, si les concepteurs y ont mis de la malice. Et si les réseaux sociaux sont précisément conçus pour nous faire perdre le plus de temps possible sur leur plateforme, afin de nous faire payer le plus de publicité possible, ce n'est pas, en tout cas pas encore, le cas des intelligences artificielles dont les modèles coûtent cher à faire tourner et qui, aujourd'hui au moins, sont avant tout des outils d'efficacité. Le risque d'IA, aujourd'hui, est celui du contrôle social. Ça, de la même manière que le développement des ordinateurs et des smartphones a donné aux États-Unis un pouvoir immense sur nos vieux pays d'Europe, l'adoption en masse de l'IA s'accompagne d'un immense enjeu de souveraineté. Et là, d'une certaine manière, nous avons une petite chance de nous rattraper. Certes mince, mais où tout n'est pas perdu. C'est un petit peu comme les rattrapages. Et ça, c'est le second immense enjeu derrière la déclaration d'Elon Musk, quand il dit « celui qui fabrique la puce contrôle », pardon, quand il dit que les fabricants de puces gagneront la guerre, c'est que celui qui fabrique la puce contrôle ce qui passe par la puce. Il peut y introduire, et ils le font, autant de backdoors, d'entrées dérobées qu'ils veulent, et qui permettent à quelqu'un d'avoir accès à la puce dans le dos de l'utilisateur comme du créateur du logiciel. Vous pouvez non seulement espionner tout ce qui passe par la puce, accéder aux données qui y transitent, mais également les modifier. Le fabricant de la puce peut donc tordre son fonctionnement afin qu'elle renvoie des informations contrôlées. Et c'est désormais là que se joue la censure, c'est là que se gagne le contrôle et la souveraineté, davantage même encore que les déclarations fracassantes d'Aurore Berger qui veut faire de la censure dans les grandes plateformes type YouTube et autres. Ça, c'est déjà le passé. L'avenir, ce sera qui contrôlera la manière dont fonctionnent ces puces à la fin. D'une certaine manière, si vous avez raté la formidable ascension de Nvidia, ce grand concepteur de puces IA, vous avez aujourd'hui la chance de vous rattraper. Parce que si Nvidia a désormais une valorisation boursière supérieure à celle de Google, Facebook, Amazon ou même Apple, ils ne sont qu'un maillon de la chaîne. Nvidia est un concepteur de puces spécialisés dans l'IA, mais ils ne les fabriquent pas eux-mêmes. Ils sont comme Apple. Design in California, conçu en Californie. Mais la fabrication, elle, est encore à un autre échelon, et c'est là que tout se joue désormais. Et pour une fois, l'Europe et la France sont un peu moins à la ramasse, pour parler vulgairement, même si on est toujours quand même dans la main des États-Unis. L'Union européenne et la France, en effet, ont annoncé en 2022 de grands plans d'investissement, respectivement de 200 et 100 milliards d'euros. 20 milliards des 200 européens seront dédiés à la construction de gigafactories, donc ces immenses usines, pour fabriquer les puces électroniques stratégiques, ces fameuses puces dont on parle ici. La France, elle, a investi 2,9 milliards d'euros pour aider ST Microelectronics, une société franco-italienne, à développer une immense usine de semi-conducteurs à Crolles, en France, donc, avec le soutien de Global Foundries, un des spécialistes de la fabrication des puces spécialisées en IA.
Cette usine permettra de graver des puces avec une finesse de l'ordre de 10 nanomètres, c'est-à-dire une précision 10 000 fois plus fine que l'épaisseur d'un cheveu. Et ça, c'est quelque chose qui est important, désolé, c'est un peu technique, mais la taille et le nombre de transistors que vous arrivez à faire tenir sur une puce électronique sont un élément déterminant de leur fabrication. Plus vous pouvez mettre de composants dans un volume restreint, plus vous augmentez la puissance de calcul et vous diminuez la consommation d'énergie par calcul. Et évidemment, la consommation d'énergie est un point stratégique, car une requête auprès d'une intelligence artificielle consomme en moyenne 10 fois plus d'énergie qu'une requête Google. Mais aussi impressionnant que soit la finesse de gravure des prochaines puces STMicroelectronics et de GlobalFoundries, on a encore Samsung et TSMC qui, eux, développent des usines avec des précisions encore plus folles, qui descendent jusqu'à 2 ou même 1,4 nanomètres en Asie, ainsi qu'Intel à Magdebourg en Allemagne, qui a obtenu un financement de 10 milliards d'euros de l'Allemagne pour un projet qui en coûte 17. Mais voilà où nous en sommes. Pour une fois, tout n'est pas tout à fait perdu d'avance en France et sur notre vieux continent européen. Alors, il y a quand même une autre ombre au tableau. Ces grands plans se font encore et toujours sous l'égide des groupes américains. Intel, donc, en Allemagne, mais également Amazon en France. Et il ne faut évidemment pas nous étonner, tant la France et l'Europe sont devenues, je veux redire le mot, des colonies numériques des États-Unis. Mais au moins, développer des infrastructures, et en particulier des fonderies de puces d'intelligence artificielle sur nos terres, c'est déjà une grande avancée. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, on pourra reprendre la main dessus. Et donc, l'avènement de l'IA apporte une autre nouveauté, et de taille, c'est que, avec tout ce que je viens de vous dire, pour une fois, les géants de la tech laissent les petits acteurs émerger, et pour une raison bien précise. Si je vous demande aujourd'hui un nom d'intelligence artificielle, vous ne me répondrez pas, probablement pas Google, Microsoft ou Facebook en premier, mais plutôt ChatGPT, très probablement ChatGPT. Est-ce que les géants de la tech auraient perdu la main? Est-ce qu'ils se seraient fait dépasser? Est-ce qu'ils seraient devenus eux-mêmes obsolètes? Alors, évidemment, les lourdes chutes boursières qu'on a pu voir en début d'année semblent accréditer cette perte d'initiative. Mais évidemment, la réalité, comme d'habitude, est plus compliquée que l'image renvoyée encore et toujours par nos grands médias fatigués. En effet, ChatGPT est le produit phare d'OpenAI, donc la fondation, mais ChatGPT repose essentiellement sur des technologies de Google et de Microsoft. Et vous connaissez déjà la première raison. Ils ont bien compris que l'enjeu désormais se porte sur les infrastructures plus que sur le code informatique lui-même. Mais il y a une seconde raison tout aussi intéressante, c'est que personne ne reproche au premier modèle de ChatGPT ses hallucinations du niveau de ChatGPT qui parlait des œufs de vache ou de la racine carrée d'une chèvre ou de la naissance de Jeanne d'Arc au XXe siècle. Mais un géant de la tech sait très bien qu'il n'aurait jamais pu risquer ce ridicule sous le nom de Google, Facebook ou Amazon. À l'inverse de notre éducation nationale qui, elle, a pris ça en pleine poire. Et je vous rappelle également qu'une grande partie de la recherche en intelligence artificielle est en accès libre. Donc, tous ces facteurs permettent paradoxalement à des acteurs d'émerger rapidement et de se faire une place au soleil de l'IA. Vous avez peut-être entendu parler en France de Mistral AI, qui est devenue la start-up française de l'IA en 2 ans à peine. Ça a été extrêmement rapide, grâce à 2 ingénieurs revenus de la Silicon Valley avec la méthode, les financements, les contrats. Et là encore, Mistral est largement financé par des fonds américains. On peut aussi citer l'exemple d'Elon Musk qui a réussi à rattraper son retard en IA avec Grok en un temps record, malgré des moyens bien plus modestes que les grands de la tech. Je vous
vous rappelle qu'Elon Musk était au départ de ChatGPT et d'OpenAI, mais qu'il a claqué la porte assez tôt parce que, pour différents... alors, évidemment, ne me méprenez pas. Développer, entraîner une intelligence artificielle innovante et performante reste une activité extrêmement chère à financer. Mais à la différence du cloud, l'informatique en nuage, qui permet d'avoir accès à des services à distance et qui est dominé sans aucun partage par Amazon, Microsoft et Google, l'IA laisse une place aux nouveaux projets. C'est ainsi, par exemple, que la Roumanie a vu éclore sa première licorne, ces startups valorisées plus d'1 milliard de dollars, dans le domaine de l'IA, bien avant la France et la plupart des grands pays européens. La France elle-même compte aujourd'hui plus de 1000 sociétés spécialisées dans l'IA. Mistral, on en a parlé, Hugging Face, Lighton, Qtile. Je pourrais continuer ainsi pendant longtemps, mais il y a en tout cas derrière ChatGPT et derrière les géants américains tout un tas de projets qui sont en train de foisonner. Et si j'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est parce que c'est un moment intéressant, propice pour nous positionner stratégiquement sur le secteur de l'intelligence artificielle. C'est un moment stratégique parce que on arrive dans un creux de vague où les investisseurs ont déchanté l'élection de Trump, eux qui pensaient que le businessman de la Maison-Blanche chérirait les bourses, les laisser souffrir les laisserait exploser, alors que en fait Trump les a laissés souffrir sans aucun remords. Et l'autre raison, c'est que les géants américains et chinois, qui avaient déjà investi plus de 350 milliards de dollars pour conquérir le marché mondial de l'IA, sont en train de se rendre compte que Trump est un petit peu en train de saborder l'édifice mondialiste à la racine. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, l'Amazon chinois, parle même d'une bulle technologique. Microsoft, de son côté, multiplie les annulations de data centers. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les géants de la tech sont passés par une phase où ils ont perdu plus de 20% de leur valorisation en quelques mois. Et donc, on pourrait se dire, mais est-ce qu'en fait, on se trompe complètement et cette révolution serait-elle morte-née? Évidemment pas. La lourde chute des crypto-monnaies, pour prendre un exemple, en 2016, l'effondrement du Bitcoin en 2016 n'a évidemment pas stoppé l'adoption des technologies blockchain. Nous n'avons pas jeté nos premiers ordinateurs après le coup de Microsoft et Apple et du secteur de la tech en 1993. Ces à-coups sont évidemment normaux. Et comme souvent, il s'agit assez simplement d'un réajustement à la suite d'une croissance trop brutale. Ça fonctionne toujours de la même manière. Une nouvelle technologie apparaît, un certain nombre d'utilisateurs précoces l'adoptent immédiatement, l'engouement monte, les esprits s'échauffent, les investissements pleuvent pour prendre de vitesse ce marché en éclosion. Et cela n'a pas manqué. Ça a été même plus vite que tout pour l'intelligence artificielle. Entre décembre 2022 et janvier 2023, c'est-à-dire en moins de 2 mois, ChatGPT est passé de quelques millions d'utilisateurs à, tenez-vous bien, 200 millions. On estime désormais à 500 millions, presque 10 fois le nombre d'habitants en France, 10 fois le nombre d'habitants adultes, les utilisateurs d'IA dans le monde, et 50 à 60% des sociétés, des entreprises dans le monde sont en cours d'adoption, dans le monde entier. C'est du jamais vu. Sauf que voilà, ça c'est ce qui s'est passé en quelques mois en 2022. Et depuis, ces chiffres n'évoluaient plus vraiment. Il y avait comme un plateau. Après le gigantesque engouement de 2022, les entreprises et les particuliers, moi y compris, se sont rendus compte qu'il ne suffisait pas de donner un accès à ChatGPT à tous ses employés ou simplement de le prendre pour soi. Et ce n'est pas parce que mon moteur de recherche a intégré une brique d'IA qu'il m'affiche automatiquement des résultats générés par IA que j'ai adopté la technologie. C'est même l'inverse. Ces résultats inutilement verbeux m'agacent, mais au plus haut point. Tout d'un coup, on est inondé d'IA, mais il faut du temps, évidemment.
évidemment pour identifier les besoins stratégiques, tester, échouer, recommencer, former les équipes, choisir les bonnes technologies, les mettre en œuvre, les adapter. Il faut pour cela de nombreux experts en IA qui manquent cruellement et retardent les projets. Quelle que soit l'époque, Rome ne s'est pas construite en un jour, évidemment. Et nous nous retrouvons comme ça, début 2025, dans une configuration qui est idéale pour nous positionner. Parce que la courbe d'adoption a logiquement ralenti après l'explosion de 2022, début 2023, selon le mécanisme que je viens de vous décrire. Mais pendant ce temps, les technologies d'intelligence artificielle, elles, ont fait un bond de géant. Moi, j'en fais l'observation dans mon métier d'analyse et d'écriture. C'est comme si j'étais passé en 2 ans d'un téléphone à touche Nokia des années 1990 au modèle le plus avancé de smartphone en 2025. Pour le dire autrement, il y a 2 ans, je passais 3 fois plus de temps à corriger ou à vérifier des résultats d'intelligence artificielle qu'à faire le travail moi-même, qu'à vérifier des sources imaginaires, corriger une syntaxe approximative et surtout traquer des fausses informations délirantes qui se nichaient absolument partout. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux demander à mes moteurs d'intelligence artificielle de générer une analyse complète, à ma manière, et en 3 minutes, j'aurai un texte de 3-4 pages, de bonne facture, bien conçu, généralement fiable, écrit de manière plutôt vive et agréable, qui donnera le consensus, y compris le consensus qui se dégage de la somme de mes travaux passés. Et c'est ainsi que fonctionne une intelligence artificielle à la racine, par reproduction de consensus. Alors évidemment, le consensus n'est pas ce que nous recherchons ici, mais c'est un point de départ très utile à un travail d'analyse. Et avec un tel progrès technologique, associé au déploiement de stratégies d'intelligence artificielle désormais bien définies dans les entreprises, il n'est pas étonnant que la courbe d'adoption reprenne de plus belle au moment où les investissements avaient fléchi après la pause de 2023-2025. C'est pour ça qu'on est à un bon moment pour se positionner sur l'intelligence artificielle, c'est que les investissements ont fléchi, mais l'adoption repart. C'est quelque chose vraiment qui se produit assez rarement, et on a véritablement un coup à jouer ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà passé un temps assez considérable sur les enjeux d'intelligence artificielle, ses promesses, ses risques, le chemin déjà parcouru, celui qui est devant nous, l'état actuel du déploiement de l'intelligence artificielle, ses perspectives, l'intérêt pour nous de nous positionner aujourd'hui. Et donc, après le travail d'analyse fondamentale, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de laisser place à la pratique. Quels sont les meilleurs projets sur lesquels nous positionner aujourd'hui, aussi bien technologiquement que financièrement? Et pour ça, pour cette phase-là, j'ai décidé de m'entourer d'un grand spécialiste de l'investissement qui s'appelle Guillaume Maillot. Alors, même si je connais bien Guillaume, il est peu probable que vous le connaissiez. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'auriez pas pu avoir accès à son travail. Et pourtant, Guillaume est un très grand expert du financement de sociétés innovantes, un des plus intéressants que je connaisse. Et pendant 7 ans, Guillaume a mis cette expertise au service des grands clients de la banque d'affaires de la Société Générale. Et depuis, il a créé sa propre structure. Ça a fait 3 ans, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et tandis que le monde découvrait ChatGPT fin 2022, lui, il était déjà en train de conseiller une société, France Vérif, qui développait déjà une technologie d'intelligence artificielle, en l'occurrence pour détecter les arnaques en ligne et prendre un coup d'avance sur les escrocs. C'est toujours pareil, il y a toujours des intérêts dans ces outils-là. Ça a tellement bien marché qu'ils ont même pris un coup d'avance sur les États-Unis, où ils sont en train d'ouvrir une filiale. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi plus de 60 opérations de financement auxquelles il a pris part dans sa carrière sur des technologies innovantes, en intelligence artificielle, mais aussi en blockchain, en santé, en industrie. Ce que je veux dire par là, c'est que Guillaume connaît particulièrement bien les enjeux de financement d'une révolution comme celle de l'IA et les opportunités qui les accompagnent. Mais jusqu'à récemment, cette expertise était réservée à de grands clients institutionnels et de grands entrepreneurs.
C'est pourquoi je suis particulièrement heureux qu'il partage son expertise avec nous aujourd'hui. Vous savez que la mission de l'investisseur sans costume est d'apporter à tous les épargnants, à tous les investisseurs individuels, des analyses et des conseils de la qualité de ceux que reçoivent les grands banquiers et entrepreneurs. C'est pour cela que nous nous regroupons. Et c'est dans ce cadre-là que je vous invite aujourd'hui à la conférence des investisseurs pour vous positionner sur la révolution de l'intelligence artificielle avec Guillaume et moi. Voilà ce que je vous propose, c'est de nous retrouver en ligne à la conférence des investisseurs en intelligence artificielle afin de vous présenter notre stratégie d'investissement en direct et en pratique. Je vous mets un lien en description et probablement un lien qui apparaîtra aussi là-haut en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. La conférence se déroulera en 3 parties et durera 1h30 environ. J'interrogerai Guillaume sur l'état des lieux de l'intelligence artificielle. D'abord, ensuite il vous proposera sa stratégie d'investissement, puis nous ferons un tour plus général du marché. Et bien évidemment, à l'issue de la conférence, vous recevrez votre dossier d'investissement complet avec toute la stratégie de Guillaume, que Guillaume et moi avons mise au point, avec tous les détails, bien évidemment, pour l'appréhender et vous positionner. Ce dossier vous donnera accès à la stratégie complète de l'analyse, aux opportunités d'investissement, qui sont au nombre de 4. Si vous connaissez mon travail, vous savez que je passe toujours beaucoup de temps à résoudre des problèmes difficiles et à vous les présenter de la manière la plus simple possible afin de les rendre accessibles à toute personne de bonne volonté avec un petit peu de temps et d'esprit critique. Évidemment, la conférence est ensuite accessible en rediffusion. Et c'est ainsi que nous fonctionnons avec la conférence des investisseurs, où chaque mois, nous organisons une nouvelle conférence qui nous permet de suivre la stratégie que nous avons développée, l'adapter et vous proposer de nouvelles opportunités. Ce travail s'adresse à tout investisseur individuel qui souhaite reprendre son épargne en main et dispose d'au moins 10 000 € à investir. C'est la somme nécessaire pour commencer à construire un portefeuille diversifié. Alors, je vous parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais grâce à mes analyses, beaucoup d'entre vous ont pu se positionner très en avance de phase sur, par exemple, le Bitcoin dès 2016, l'or, l'uranium, l'immobilier résidentiel en province, le financement participatif de PME, le franc suisse. Des stratégies qui nous ont très bien réussi grâce à des analyses poussées à fond et des recommandations sélectionnées avec soin. C'est comme ça qu'on travaille. Voilà, j'ai souhaité réunir ce travail de longue haleine dans ce format mensuel de conférence des investisseurs. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai ouvert 50 nouvelles places pour que vous puissiez profiter de cette conférence des investisseurs. Oui, je limite les nouvelles places parce que ça prend toujours un peu de temps de faire rentrer les nouveaux membres de cette conférence, pour pouvoir passer un moment aussi à un nombre suffisamment limité pour pouvoir échanger, poser vos questions, vous répondre. Donc ces 50 places sont distribuées selon l'ordre d'inscription, donc ne tardez pas si vous souhaitez y participer. La participation pour cette conférence est de 67 €, renouvelée mensuellement, tant que vous participez aux conférences. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, évidemment. Et pour pouvoir avoir le suivi des stratégies, il n'y a aucun engagement. Voilà, ces 67 € permettent de financer ce très long et fastidieux travail de recherche et d'analyse afin de dépasser cette espèce de consensus mou et les effets de mode. Ça me permet aussi de m'assurer qu'il n'y a que des gens motivés à cette conférence afin d'en assurer la meilleure qualité. Donc voilà, si vous voulez réserver votre place, comme je vous l'ai dit, je vous mets un lien ici dessus en commentaire ou en commentaire épinglé ou en description. J'espère en tout cas que cette analyse vous aura intéressé et vous retrouvez très vite à la conférence des investisseurs. Et d'ici là, je vous dis à votre bonne fortune.